Mots parleurs, un podcast de lecture à voix haute à l'hôpital. Saison 3, épisode 10. Nous sommes dans la salle d'animation de l'hôpital maritime de Berck-sur-Mer, qui est un établissement de rééducation fonctionnelle. Dans cet épisode, vous entendrez Dimitri, Hélène, Magdalena, Naoufel, Olivier, Penda, la fée, et Rachid. On y va ? Vous êtes prêts pour des petits exercices tranquilles ? Il et elle se sont réunis au printemps 2025 lors de plusieurs ateliers animés par Delphine Roux afin de lire et commenter des extraits du livre Jacaranda de Gaël Faye, paru aux éditions Grasset. Ensemble, il et elle ont donné voix à cette œuvre. Allez, comme les chevaux. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Ce projet est une proposition originale du Centre national du livre en partenariat avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Bon, ben voilà, cette première séance d'enregistrement, de partage, enregistrement des extraits. Donc avec cette idée, d'être à l'écoute du personnage, du narrateur de Jacaranda, de son énergie, des émotions aussi qu'il traverse. On en a beaucoup parlé pendant les séances. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être nous dire un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes là aujourd'hui, à l'idée d'enregistrer les extraits. Est-ce que qu'est-ce que vous auriez déjà envie de partager ? je m'appelle Dimitri, je participe à ce podcast pour essayer de transmettre des émotions par le son de la voix. Et puis ce livre, en fait, moi, il m'a touché parce que il fait remonter beaucoup d'émotions qui correspondent au vécu, au passé que j'ai par rapport à mon handicap, des questionnements, et ça permet aussi, pour moi qui suis en fauteuil roulant, qui a du mal à me déplacer, de découvrir un pays lointain où je n'aurais sans doute jamais l'occasion de poser les roues. Je suis Bonjour, je suis Je suis heureux de refaire un nouveau podcast. Le premier était bien, et puis que le second sera aussi bien. Je m'appelle Olivier. Quel est l'état d'esprit du moment ? Comment vous vous sentez là pour cette séance ? Personnellement, zen, ravi de vous rencontrer. Et puis hâte de travailler. Dimitri, page 11. 1994. La guerre. J'ignore pourquoi j'ai répondu la guerre. Quand Sophie, la déléguée qui préparait ma défense au conseil de classe, m'a demandé pour quelle raison mes résultats du dernier trimestre étaient si catastrophiques. Elle a insisté. La guerre ? J'ai répété. Oui, la guerre. Je n'allais quand même pas avouer que je n'avais rien foutu, que j'étais un tir au flanc qui passait son temps à rêvasser et à écouter du rock. Il fallait trouver une explication convaincante, impossible à vérifier, et qui puisse émouvoir le conseil de classe. Le Rwanda est arrivé dans ma vie par la télévision, que nous regardions religieusement à l'heure du dîner. La première fois que le présentateur en avait parlé, je m'étais tournée instinctivement vers ma mère, tout excité, presque content qu'il soit enfin question de son pays natal au journal télévisé. Mais elle n'avait pas réagi, complètement absorbée par les images qui défilaient à l'écran. Voyant ma fébrilité,
Mon père m'avait lancé un regard gêné et dissuasif. À la fin de l'émission, j'avais entendu de la part de ma mère une réaction qui n'était pas venue. Cette scène se répéta quasiment chaque soir. Des mois durant, un magma d'images de mort, de violence et d'exode s'est déversé dans nos assiettes. Avant la diffusion, le présentateur prenait soin d'avertir que certains contenus étaient susceptibles de heurter la sensibilité des téléspectateurs. Nous restions ensuite silencieux, nos regards fixant l'écran, nos fourchettes suspendues, figées comme des statues devant le spectacle de cette barbarie lointaine. Puis, le présentateur y apparaissait pour annoncer un autre reportage. Un ange passait avant que les choses ne reprennent leur cours normal. Mon père se versait un verre de vin. Ma mère poivrait énergiquement sa purée de pommes de terre. Je peinais à découper mon steak et à chasser les scènes d'horreur qui venaient me caramboler. Chez nous, la sensibilité du téléspectateur était avalée comme une bouchée de silence, ce qui finissait toujours par m'affliger de terribles maux de ventre. Alors, Dimitri, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de Jacaranda en quelques mots, voilà. Au travers de l'ouvrage Jacaranda, l'écrivain et chanteur franco-rwandais Gaël Faye nous partage les aventures de Milan, fils d'un père français et d'une mère rwandaise dont il ignore tout de son passé. La survenue du génocide en 1994 va remettre brutalement le Rwanda sur son chemin. Au fil du temps, il va s'intéresser à ce pays et il va essayer de découvrir le passé de sa mère. Il va découvrir un pays fracturé par les violences communautaires, mais aussi beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, et il tombera, pour ainsi dire, quasiment amoureux de ce pays. Olivier, page 24. C'était la fin de l'été, un peu avant la rentrée scolaire. Mes parents ne m'avaient prévenu de rien. L'enfant se tenait debout au milieu du salon. Un petit garçon chétif, au regard apeuré. Un épais pansement recouvrait une partie de son crâne. Il était complètement perdu et ma mère s'adressait à lui en Kinyarwanda, en tentant de le rassurer. Puis elle dit, Milan, je te présente Claude, c'est mon neveu. C'est mon neveu. Cette phrase n'avait aucun sens pour moi. Mon père se tenait à l'écart, bras croisés, dans l'encadrement de la porte. Lui aussi avait l'air désorienté. Elle a ajouté, « Il vient de faire un long voyage, il est très fatigué. Tu vas nous aider à l'installer dans ta chambre. On mettra un matelas par terre pour le moment. » Elle nous a fait signe de la suivre. Mon père a déclaré qu'il restait au rez-de-chaussée pour préparer le dîner. Ma chambre était aménagée dans les combles, brûlante en été, glaciale en hiver. L'enfant et moi regardions ma mère s'activer, sans rien faire. Elle rangeait mon foutoir à la va-vite, faisait mon lit, déplaçait des vêtements dans mon armoire pour y mettre ceux de Claude, 2 t-shirts, quelques sous-vêtements, un pantalon. Le petit garçon se tenait près d'elle, bras ballants, égaré. Il la fixait intensément, se raccrochait à elle comme un coquillage à son rocher. Pour me rendre utile, j'ai sorti un petit matelas du débarras, celui sur lequel je dormais enfant, et l'ai posé au pied de mon lit. Une fois que tout fut installé, elle s'est tournée vers nous, les mains sur les hanches. Je voyais qu'elle était à court d'idées. « Bon, Claude ne parle pas du tout français, alors je compte sur toi pour lui apprendre, » m'a-t-elle dit avec un sourire triste. Il me semble qu'ensuite elle a expliqué la même chose à Claude. Face à son absence de réaction,
Elle a répété la phrase avec une intonation interrogative. L'enfant a timidement hoché la tête. « Je vous laisse faire connaissance. Je vais aider papa pour le dîner. On vous appelle quand c'est prêt. » Dimitri, page 31. C'est bien plus tard, quand le CD s'est arrêté, alors que je somnolais déjà, que j'ai perçu les gémissements. Je n'ai pas tout de suite compris qu'il venait de la chambre, de Claude. Je me suis penché vers son matelas pour lui demander si tout allait bien. Il gémissait comme un animal blessé. Puis, tout en dormant, il a commencé à sangloter. D'abord des petits sanglots aigus qui se sont transformés en pleurs violents et gutturaux. J'ai allumé ma lampe de chevet. Ses joues étaient mouillées de larmes. Il reniflait et prononçait dans son sommeil des phrases en Kinyarwanda. De longues phrases paniquées et incompréhensibles, avec certains mots qui revenaient en boucle. J'avais envie de descendre prévenir ma mère, mais il me revint à l'esprit que dorénavant, nous étions frères. Notre lien se scellait, maintenant. Je devais le protéger comme il me protégerait certainement à l'avenir. Si moi je ne le faisais pas, qui le ferait ? Sur son visage transpirant, je lisais une terreur folle. Je me suis allongé sur son petit matelas et, comme il dormait en chien de fusil, je me suis collé dans son dos. J'ai rabattu mon bras droit autour de lui. Il tremblait, continuait de sangloter et de gémir. Alors j'ai commencé à chuchoter des phrases rassurantes qui voulaient dire « N'aie pas peur, je suis là ». J'ai répété ces phrases au plus fort de ses convulsions. J'ai murmuré ces mots des centaines de fois jusqu'à ce qu'ils se calment et que nos souffles finissent par lentement s'accorder. Au petit matin, ma mère nous a trouvés endormis sur le matelas, serrés l'un contre l'autre, comme des frères. Naofel, page 33. Le redoublement était une humiliation. Au collège, je me retrouvais entouré de nabots, de gnomes, de farfadets, à peine sortis de l'école primaire. Je me suis promis de ne plus jamais échouer de ma vie. Mieux, j'ai décidé d'être le meilleur élève, de poursuivre de brillantes études, d'être le plus rapidement indépendant financièrement pour m'échapper de chez mes parents et de cette maison où je ne m'étais jamais senti chez moi. Ma mère avait recruté une vendeuse pour l'aider à la boutique, car elle devait s'occuper de Claude. Elle l'emmenait passer des examens médicaux, se rendait avec lui à des rendez-vous à la mairie et à des entretiens à la préfecture pour régler de multiples questions administratives. Le reste du temps, Claude restait avec elle au magasin, à regarder une petite télévision dans l'arrière-boutique. Le soir, pendant que je faisais mes devoirs dans ma chambre, ma mère et Claude s'asseyaient studieusement à la table de la cuisine pour des leçons de français qui ne duraient jamais plus de 30 minutes, car très vite, Claude avait des maux de tête. Bonjour, donc je m'appelle Rachid, je suis très heureux d'être dans ce podcast. C'est vraiment une rencontre inattendue. J'ai rencontré un collègue qui avait des livres dans les mains et ça m'a intéressé. Puis dès le lendemain, j'ai tapé à la porte et Delphine me l'a ouverte, donc c'est tout cool. Quand j'ai su que c'était ce livre-là, ça m'a attiré parce que je connaissais l'artiste, Gaël Faye, et le découvrir en tant qu'écrivain. Il y a de nombreux passages émouvants dans ce livre. Et il y a vraiment aussi tout ce côté historique qui est important. Je pense que la mémoire c'est important. Et voilà. On doit dire bonjour. Comme tu le sais. Bonjour, moi c'est Penda. Bien, Jacaranda, ben ça parle d'un élément que j'aime beaucoup, un élément de la nature, ça parle d'un arbre. Enfin, c'est pas l'histoire d'un arbre, mais il y a un arbre qui est très très important dans l'histoire. Il y a beaucoup de personnages, ça parle de rencontres, de racines, de conflits, de violences, mais aussi d'amour, la vie quoi. Voilà. Rachid, page 45.
Cet été, comme grand-père est malade, nous n'irons pas à l'île de Ré. De toute façon, je dois bosser. J'ai des échéances importantes pour septembre. Mais on partira tous les deux au ski cet hiver. En attendant, avec maman, on se disait qu'en juillet, tu pourrais venir avec moi, a coupé ma mère. M'accompagner pour rencontrer ma famille au Rwanda. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai reçu la question comme une décharge électrique. Le Rwanda réapparaissait subitement 4 ans plus tard. On n'en avait jamais reparlé et soudain, ma mère me proposait de l'accompagner là-bas. J'ai senti une vieille contrariété refaire surface, prendre le dessus sur mon esprit et mon raisonnement. Non, je ne veux pas y aller. Comment ça, tu ne veux pas y aller ? A répliqué mon père, interloqué. Vous me demandez, je vous réponds. C'était une question ou un ordre ? Tu ne veux pas rencontrer ta famille ? A demandé mon père. Ce n'est pas ma famille, c'est la famille de maman. D'ailleurs, si tu as bien entendu sa phrase, elle vient de dire ma famille. Tu fais du mauvais esprit, Milan, a lâché mon père, agacé. Laisse-le, Philippe. J'irai seul. Ce n'était qu'une proposition de toute façon. 1 mois plus tard, j'étais assis à côté de ma mère dans un avion qui atterrissait sur le tarmac de l'aéroport de Kigali, la capitale du Rwanda. Nous étions en juillet 1998. Le taxi traversait une ville ocre au paysage grillé par la saison sèche, troué ici et là par de verts bosquets. Le taxi s'était garé devant un petit portail criblé de rouille, dans un quartier qui me parut populeux et misérable. Des rigoles d'eau sale coulaient entre les maisons aux toits de tôle. Des sacs plastiques traînaient dans les caniveaux et sur les pistes de terre battue. Une fine pellicule de poussière rouge s'était déposée partout. Une femme âgée est venue à notre rencontre. Longue robe, épaisse lunette de vue, coupe de cheveux stricte aux reflets huileux qui lui donnaient l'air sévère. Elle et ma mère se sont longuement embrassées. Page 49, Penda. Milan, je te présente Mamie. C'est ma mère. C'était tellement brutal et invraisemblable que l'information a mis du temps à parvenir jusqu'à mon cerveau. Nous étions déjà dans la petite maison de Mamie quand j'ai compris qu'il s'agissait de ma grand-mère. Ma mère ne m'avait jamais parlé d'elle et j'étais anesthésiée de la découvrir aussi subitement. Une jeune fille employée de maison est venue prendre nos valises pendant que nous nous installions au salon. Dans la pièce exiguë, je me suis assis dans un fauteuil en face de ma grand-mère. Elle me fixait avec étonnement, une main recouvrant sa bouche, tout en faisant un petit bruit de gorge semblable au démarrage d'un moteur. Plongée dans l'inconnu, je ne savais pas comment me tenir et me comporter. Pour la première fois, j'éprouvais soudain le trouble des origines. J'étais porteur d'un mystère, d'une filiation aux 1000 ramifications que cette petite femme si éloignée de moi incarnait comme une évidence nouvelle. Après ces instants de découverte et d'observation réciproque, Mamie m'a parlé en français, à ma grande surprise. « Qu'est-ce que vous voulez boire ?» Elle me vouvoyait. « De l'eau, s'il vous plaît », ai-je répondu, après m'être éclairci la gorge, en adoptant le ton d'un enfant sage. Ma grand-mère a dit quelques mots rapides à ma mère en Kinyarwanda. « Mamie aimerait que tu prennes un Fanta ou un Coca », a expliqué ma mère. Puis elle a ajouté, comme si elle me parlait en aparté, « C'est plus poli. »« D'accord, un Coca », ai-je demandé, sans bien comprendre en quoi cela pouvait être plus poli. Ma grand-mère a souri, satisfaite, puis elle a appelé la jeune employée de maison. « Joséphine !» Alors du coup, moi c'est Magdalena. Mon état d'esprit, je dirais que je suis impatiente, ravie aussi de faire ce podcast. Un peu stressée, car avec mes problèmes de bégaiement, j'avais un peu peur. Mais je suis contente parce que c'est comme on va dire une étape pour être plus en confiance avec moi. Donc c'est une bonne chose. Bonjour.
Moi, c'est Hélène, de l'hôpital AP-HP de Berck-sur-Mer. Là, à l'instant même, je suis vraiment stressée. J'ai peur de ne pas bien faire la lecture et qu'on ne me comprenne pas bien. Et il y a beaucoup de passages dans le livre qui sont pour moi très très émouvants. Et la première fois qu'on l'a lu avec Delphine, oui, j'ai beaucoup pleuré. Et je suis Hélène, je ne sais plus si je l'ai dit. Tu l'as dit. Voilà. Hélène, page 52. Un jeune homme élancé se tenait debout au milieu du salon. Il parlait Kinyarwanda avec ma mère et lui a remis une enveloppe au contour bleu, blanc, rouge. Quand il s'est retourné, il m'a regardé et a dit « Milan, c'est comment ?»« Ça va », j'ai répondu un peu hésitant. Il avait un léger mouvement de la tête, et là, dans la lueur pâle de la pièce, j'ai remarqué l'épaisse entaille qui fendait son crâne. « Tu ne me reconnais pas ?» a-t-il lancé en souriant. Je n'osais pas prononcer son prénom. Le choc était trop brutal. Ma mère, encore une fois, ne m'avait préparé à rien. Devant son silence ébahi, il a poursuivi. « C'est Claude !» Le petit garçon avait disparu. Claude était maintenant aussi grand que moi, le corps mince, athlétique, et il parlait d'une voix grave, douce et posée. Je restais silencieux, légèrement étourdi par cette apparition, ce retour du passé. « Bravo pour ton français impeccable !» s'est exclamée ma mère. L'école des jésuites est la meilleure pour apprendre le français, a précisé ma grand-mère. Beaucoup de discipline. Magdalena, page 108. Je pars au Rwanda le mois prochain. Son visage s'est figé le temps d'un soupir. Puis, elle a repris sa contenance et adopté une expression qui signifiait « Très bien, je t'écoute. Je vais étudier les juridictions Gakaka pour mon mémoire. J'ai eu la confirmation de l'université cette semaine et je compte appeler tante Eusébie pour loger chez elle, maintenant que mamie vit à Butaré. Je la sentais terriblement secouée. Ma façon très directe de lui annoncer mes plans devait lui paraître provocante. Tu aurais pu me prévenir de tes projets. Je préférais te l'annoncer de vive voix. Je ne comprends pas ce que tu retournes faire là-bas. Je te l'ai dit, je vais travailler sur les Gakaka, les juridictions populaires mises en place par le gouvernement pour juger les crimes du génocide. Pourquoi as-tu besoin d'aller jusqu'au Rwanda pour un mémoire? Tu ne peux pas trouver un sujet en France comme les autres? Je ne comprends vraiment pas. C'est moi qui ne te comprends pas, maman. Tu n'es pas contente que j'aille au Rwanda? Que je m'intéresse un peu à l'histoire de ton pays? Non! Parce que tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu cherches quoi au juste? Je veux savoir. Je veux comprendre. Ces derniers mois, je me suis beaucoup intéressée à la législation autour des génocides. Depuis la Convention de 1948 jusqu'aux tribunaux populaires organisés par le Rwanda. Permettre aux villageois de participer directement au jugement sur les lieux des massacres, ça me paraît novateur. Tu es tellement naïf, Milan. Je ne sais plus quoi te dire. Alors, réjouis-toi pour moi au lieu de me décourager. Naofel. En fait, moi, je commenterais par la dernière chose que je viens d'écrire ici, où j'écris voix cassée. Alors que, vraiment, on m'a fait plein d'éloges, je suis loin d'être pro, mais bon, j'ai fait beaucoup de livres audio. Et j'ai entendu de très belles voix, venant de très belles âmes que je connaissais pas trop, que je croisais. Et voix cassée, c'est... On a quand même un parcours bien cassé. Bien cassé, moi le premier. Et on s'est retrouvés. Ça a été, personnellement pour moi, et je suis sûr que tout le monde va être d'accord, c'était un peu
un membre, on va dire perché. Le terme est un petit peu, mais vraiment perché. J'étais hors la PHP. Merci la PHP, mais vraiment j'étais plus à l'hôpital. Je n'étais plus et vraiment c'était quelque chose de suspendu, doux, agréable. Et puis juste merci. Mot parleur 2025, voix cassée. Voix reliée. Et voilà, merci. Et reliée. Rachid, Oui. qu'est-ce que tu pourrais nous dire des mots parleurs, de ton vécu, tes sentiments? C'était une belle aventure. On a l'impression que c'est toujours trop court, hein, mais bon, c'était intense, donc c'était pas mal. C'est vrai qu'on a appris à se découvrir aussi, même nous entre patients. Et puis moi, ça m'a redonné goût un peu à la lecture aussi, parce que j'aime bien lire, mais c'est vrai que des fois on se perd un peu dans nos vies et on lit beaucoup moins. Et finalement, c'était une bonne occasion de le refaire. Et Gaël Faye, je le connaissais en tant qu'artiste, et je suis impressionné par son niveau d'écriture. Et même, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'intensité dans ce livre, les injustices, le racisme entre guillemets, puisque la méconnaissance de nos cultures quand on est étranger, d'origine étrangère, tout ça, ça résonnait en moi, et voilà. Donc c'était une superbe aventure. Hélène, comment tu as vécu cette aventure des mots parleurs? En quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? C'était très très émouvant de par l'écrivain qui écrit terriblement bien. Il raconte des histoires, mais dans toutes les lectures qu'on a pu écouter, il y a tellement de vérité, de sincérité, mais ça percute tout le monde en fait. Et on a tous eu des émotions très fortes par rapport à ce livre. Et vraiment, cette union qu'on a eue tous ensemble au groupe, je trouve que dans notre groupe, on s'est vraiment qu'importé le pourquoi du comment qu'on est à l'hôpital de Berck-sur-Mer. En fait, on est tous là pour la même chose, c'est le combat tous les jours, chaque jour que Dieu fasse. Si on a les yeux ouverts, il faut avancer chaque jour. Ne pas dénigrer l'autre, accepter la différence. Et ça, c'est mon combat de chaque jour. Penda, page 134. En fin d'après-midi, je récupérais Stella à la sortie de l'école. Dès qu'elle m'apercevait à la grille, elle courait dans mes bras et me présentait à ses camarades comme son grand frère. On remontait la large avenue, calme et bordée d'arbres centenaires, et elle chantonnait des mélodies qu'elle inventait. Le chointement des arrosages automatiques dans les jardins rivalisait avec le gazouillis des oiseaux. « Milan, tu sais, j'aime bien quand tu es là. »« C'est gentil, moi aussi j'aime bien être là avec toi. »« Alors, tu pourrais rester vivre avec nous ? Ce serait une bonne idée, tu ne trouves pas ? Et comme ça, je ne serai pas seule quand grand-mère va mourir. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Grand-mère ne va pas mourir. » C'est elle qui le dit. Elle dit qu'à son âge, elle peut mourir. Mais ta maman est là aussi. Maman est seule, même avec moi. Je me suis arrêtée de marcher et j'ai posé un genou au sol pour être à la hauteur de son visage. Elle me fixait de ses grands yeux clairs. « Stella, écoute-moi bien. Ta maman est avec toi. Tu es son univers, son monde entier. Et puis, si grand-mère Rosalie monte au ciel un jour, elle aussi restera à tes côtés, comme un ange. Oui, elle sera dans l'arbre. » « Dans l'arbre ? Quel arbre ? » ?»« L'arbre aux fleurs mauves dans le jardin. Elle habitera dedans avec mon frère et mes sœurs, ceux qui existaient avant moi. » Magdalena, page 145. La vision de ma mère, mangeant seule sa soupe pékinoise dans ce restaurant vide, me déprima un peu. « Comment ça va à la boutique ?»« Ça va. Toujours la même chose. J'ai m'y habitué, heureusement, car la vente en ligne commence à faire des dégâts dans le prêt-à-porter. »« Tu ne fais que travailler ?»« Non, je prends du temps pour moi. 3 fois par semaine, je continue d'aller à la piscine.
Et sinon, côté cœur, j'ai demandé, tu vois quelqu'un? Comment ça? Tu n'as pas de petit copain? Tais-toi, s'est-elle écriée d'un air outré en regardant autour d'elle, comme si nous étions observés. Un fils ne demande pas ce genre de choses à sa mère. Oh, ça va maman, j'ai plus 10 ans. Tu peux me le dire si tu vois quelqu'un. Et puis, c'est quoi encore cette règle? Non, je ne parlerai pas de ça avec toi. Ce ne sont pas tes affaires. D'accord, c'est ta vie privée. J'ai dit dans ton narquois en levant les mains au ciel. Mais tu es en train de me dire que, depuis papa, tu n'as rencontré personne? Ça suffit, a-t-elle dit sèchement. Dans notre culture, ce sont des choses qui ne se font pas. Dans notre culture? Attends, tu parles de quoi? Elle a détourné le regard et fait signe au serveur de nous apporter 2 autres bières Tsingtao. Magdalena, est-ce que tu aurais envie de partager quelques mots sur cette aventure des mots parleurs? Si je devais... Enfin, de toute façon, je vais parler. Mais si je devais dire quelque chose, je dirais que j'étais très contente de croiser le chemin de toutes ces personnes. Parce que même si on est tous venus pour des choses différentes, on a réussi à créer un lien entre nous, que je trouve beau. Grâce à ce livre, on a pu se découvrir. Je connaissais personne. Et aujourd'hui, on est une famille, la famille des Jacaranda, du coup. Et là, je suis contente d'avoir fait ce podcast, d'avoir partagé ces lectures, d'avoir pu travailler sur le bégaiement, parce que c'est difficile aussi. Et du coup, je suis contente parce que j'ai passé le cap de parler devant le micro, alors qu'avant, j'avais peur. Voilà. Merci beaucoup. Tenda, quelques mots sur cette aventure des mots parleurs? Intéressant pour moi qui a eu une activité de conteuse, parce que lire à haute voix, c'est pas le même travail que de raconter une histoire ou de jouer une scène. Et c'est un exercice qui est intéressant. Je vais le mettre à profit. Donc je remercie Delphine, je remercie Benoît et je remercie toute l'équipe d'animation de l'hôpital maritime de Berck. Ça va vraiment me servir. Olivier, en quelques mots? Après après l'ado et la discothèque, et bien maintenant, on va... Merci à Delphine et Benoît. Et on refait le cheval une dernière fois. Allez. Trop dur. Voilà. Non, tu fais pas pour, tu fais regarde. Regarde. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Non, mais genre, mets un peu salive. Regarde, mets un peu salive. Ça va aller. Ouais, voilà. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels à l'hôpital maritime de l'AP-HP, situé à Berck-sur-Mer, accompagnés par Delphine Roux, Séverine Agnès, Anthony Rifflard et l'ensemble de services d'animation de l'hôpital maritime. Générique prononcé par Kélia Achibégué, finaliste 2020 du concours Si on lisait à voix haute. Enregistrement des ateliers et montage par Benoît Artaud.